Je n'avais pas prévu de rester aussi longtemps. Quand je suis monté au chalet en janvier, l'idée était simple. 3 semaines de silence, loin de tout, loin de tous. Les Alpes en hiver offrent cette possibilité rare de disparaître sans vraiment partir. Le refuge appartenait à un oncle que je voyais peu, et il m'avait donné les clés sans poser de questions. Il savait. Tout le monde savait d'ailleurs que j'avais besoin de m'éloigner. Les premiers jours ont été exactement ce que je cherchais. Du bois pour le poêle, des provisions pour un mois, des livres que je ne lisais pas. Je restais des heures à regarder la neige tomber. Le silence là-haut n'est pas vraiment du silence. C'est une présence, un bourdonnement blanc qui remplit l'espace. On finit par l'entendre battre comme un pouls. La tempête est arrivée le 6e soir. Pas une tempête spectaculaire, juste ce que les gens d'ici appellent un mauvais temps. Le vent hurlait contre les volets. La neige s'accumulait en dérive contre la porte. J'avais arrêté de sortir. À quoi bon? Il n'y avait rien dehors que du blanc et du froid. C'est vers minuit que j'ai entendu les gémissements. Au début, j'ai cru que c'était le vent. Mais non, c'était plus aigu, plus régulier. Des plaintes. J'ai hésité longtemps avant de sortir. Il faisait -20, peut-être plus. J'ai dû pelleter pour dégager la porte. La neige me fouettait le visage. Les gémissements venaient de derrière le tas de bois, près du muret du chalet. Je l'ai trouvé là, recroquevillé contre les bûches. Un chiot. Enfin, c'est ce que j'ai pensé. Petit, trempé, tremblant. Ses yeux me fixaient avec une intensité que je n'avais jamais vue chez un animal. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ramassé. La compassion, peut-être. Ou juste le besoin de ne plus être seul. Je l'ai enveloppé dans une couverture et l'ai posé près du poêle. Il ne bougeait presque pas, juste ce regard. Ses yeux jaunes qui ne me quittaient pas. J'ai réchauffé du lait, mais il n'a pas bu. J'ai essayé avec de l'eau. Rien. Finalement, j'ai trouvé un reste de viande séchée dans mes provisions. Là, il a réagi. Il a mangé lentement, sans jamais détourner les yeux de moi. Cette nuit-là, je l'ai laissé dormir près du feu. Je me suis dit qu'au matin, si la tempête se calmait, je descendrais le porter au village. Quelqu'un le reconnaîtrait sûrement. Mais au matin, la neige n'avait pas cessé. Et le chiot semblait aller mieux. Il s'était levé, avait exploré le chalet. Ses mouvements étaient étranges. Pas vraiment maladroits comme ceux d'un jeune chien. Plus calculés. Les jours suivants, je me suis occupé de lui. Je n'avais rien d'autre à faire. La neige continuait de tomber, par intermittence. Impossible de descendre. Les chemins étaient impraticables. Mon téléphone ne captait rien depuis des jours. Je me suis dit que ce n'était pas grave. J'avais assez de provisions. Et maintenant, j'avais de la compagnie. Mais cette compagnie était troublante. Il ne jappait jamais. Pas un aboiement. Parfois, le soir, il émettait un son grave, presque un grondement, ou ce qui ressemblait à un hurlement miniature. J'ai essayé de lui apprendre à jouer, comme on fait avec un chien. Il ne comprenait pas, ou ne voulait pas. Il observait mes gestes sans y participer. Quand je lançais une balle, il la regardait rouler sans bouger. Ses yeux, surtout. Il me suivait partout. Quand je cuisinais, quand je lisais, quand je dormais, je me réveillais souvent la nuit et il était là, assis, à me fixer. Ça commençait à me peser, mais je refusais de l'admettre. C'était juste un chiot perdu. J'étais ridicule. Le premier vrai doute est venu quand j'ai vu ses pattes. Elles grandissaient trop vite. En une semaine, il avait presque doublé de taille. Ses oreilles aussi. Elles se dressaient maintenant, pointues. Son museau s'allongeait. Je me suis souvenu d'un documentaire que j'avais vu il y a longtemps sur la réintroduction des loups dans les Alpes. J'ai essayé de chasser cette pensée. C'était impossible. Les loups n'abandonnent pas leurs petits. Et puis, comment un louveteau se serait-il retrouvé seul ici, en pleine tempête? Ça n'avait aucun sens. Je me faisais des idées. L'isolement commençait à me jouer des tours. Mais les jours passaient et le doute s'installait. Il mangeait de plus en plus de viande, refusait tout le reste. Ses dents. J'avais remarqué ses dents. Trop longues, trop aiguisées. Quand il bâillait, je voyais ses crocs. Un frisson me parcourait l'échine à chaque fois. La neige ne s'arrêtait pas. Février était arrivé. J'avais perdu le compte des jours. Le chalet était devenu une bulle blanche, coupée du monde. Mes provisions diminuaient. Je rationnais la viande parce qu'il en réclamait toujours plus. Il grondait maintenant quand j'approchais sa nourriture. Un grondement sourd, primitif. Un matin, je me suis réveillé et je l'ai enfin vu vraiment.
Ce n'était plus un chiot. C'était un jeune loup, presque adulte. Son pelage gris-brun, ses yeux jaunes perçants, sa posture. Tout en lui criait ce qu'il était. Comment avais-je pu être aussi aveugle? La peur est entrée en moi comme une lame froide. Je ne pouvais plus sortir sans qu'il me suive. Il se plaçait toujours entre moi et la porte. Pas agressivement, juste là. Une présence constante. Je dormais avec une chaise coincée sous la poignée de ma chambre. Ça ne servait à rien, je le savais. Si le loup voulait entrer, il entrerait. Mais il ne le faisait pas. Il restait dans le salon, près du poêle. Il me regardait à travers la porte entr'ouverte. Ses yeux brillaient dans la pénombre. Je ne dormais presque plus. La nourriture est devenue un problème. Je n'avais plus assez de viande pour nous deux. J'essayais de rationner, mais il le sentait. Il devenait nerveux. Il tournait en rond dans le chalet, grattait la porte. Une nuit, il a hurlé. Un vrai hurlement de loup. Long, plaintif, terrifiant dans ce silence de montagne. Je me suis demandé s'il appelait les siens, s'il y avait une meute quelque part, en bas dans la vallée. Est-ce qu'il viendrait? Est-ce que je me réveillerais un matin entouré de loups? Cette pensée me hantait. Les semaines se sont écoulées dans une tension insoutenable. Nous cohabitions, le loup et moi, dans un équilibre fragile. Je ne savais plus qui était le prisonnier. Lui qui ne pouvait pas sortir parce que je gardais la porte fermée, ou moi qui n'osais plus partir parce qu'il était là. Je commençais à parler seul, des conversations entières avec des gens qui n'étaient pas là. Je revoyais des scènes de ma vie d'avant, avec une précision maladive. Je pleurais parfois, sans raison. Le loup m'observait. Il ne réagissait pas. Il était juste là. Un jour, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je m'étais habitué à lui. Sa présence ne me terrorisait plus autant. Elle était devenue familière, presque rassurante. Dans ce chaos blanc et silencieux, il était la seule chose vivante, la seule preuve que je n'avais pas complètement disparu. Je lui parlais, je lui racontais ma vie, mes erreurs, les raisons qui m'avaient poussé à fuir ici. Il ne comprenait pas, évidemment, mais il écoutait. Ses oreilles se dressaient quand je parlais. Parfois, il inclinait la tête, comme s'il réfléchissait. Je devenais fou, probablement. Mais qu'est-ce que ça changeait? Mars est arrivé. La neige a commencé à fondre. Les températures remontaient lentement. Les chemins redeviendraient praticables dans quelques semaines. Je pourrais partir. Je pourrais descendre. Retrouver les gens, la civilisation, ma vie. Mais qu'est-ce que je ferais du loup? Cette question m'obsédait. Je ne pouvais pas le laisser ici. Il mourrait peut-être. Ou pire, il s'approcherait des villages. On le tuerait. Je ne pouvais pas non plus le ramener avec moi. C'était un animal sauvage. Il n'avait pas sa place dans mon monde. Et moi, avais-je encore ma place dans ce monde? Après 3 mois ici, seul avec un loup, après tout ce silence, toute cette folie douce, est-ce que je pourrais simplement reprendre ma vie d'avant? J'ai pris ma décision un matin de mi-mars. Le soleil brillait pour la première fois depuis des semaines. La neige fondait rapidement. J'ai ouvert la porte. Le loup s'est levé, en alerte. Je suis sorti. Il m'a suivi jusqu'au seuil, puis il s'est arrêté. Nous nous sommes regardés longtemps, ses yeux jaunes dans les miens. J'ai vu quelque chose passer dans ce regard. Pas de la compréhension au sens humain, mais une reconnaissance. Nous avions partagé quelque chose, un hiver, une solitude, une survie. J'ai fait quelques pas. Il n'a pas bougé. J'ai continué. Encore quelques pas. Il est resté là, assis dans l'encadrement de la porte. Je me suis retourné une dernière fois en haut du sentier. Il était toujours là, une silhouette grise dans la neige blanche. Puis il a disparu à l'intérieur du chalet. La descente a pris des heures. Mes jambes tremblaient. Pas à cause de l'effort, à cause de tout le reste. Quand je suis arrivé au village, les gens m'ont regardé bizarrement. J'avais perdu du poids. Ma barbe était longue. Mes yeux, m'a-t-on dit plus tard, avaient quelque chose de différent. On m'a posé des questions. Comment ça s'était passé là-haut? Est-ce que j'allais bien? J'ai dit que oui, que tout allait bien, que j'avais eu ce dont j'avais besoin. Du silence. Je n'ai jamais parlé du loup, à personne. Qu'est-ce que j'aurais dit? Que j'avais passé 3 mois avec un animal sauvage dans un chalet isolé? Qu'on avait cohabité, lui et moi, dans une sorte de trêve silencieuse? Que j'avais fini par voir en lui quelque chose qui ressemblait à... Quoi exactement? À un compagnon? À un miroir? Il m'aurait pris pour un fou. Peut-être que je l'étais devenu. Je suis rentré chez moi. J'ai repris mon travail.
ma vie. Les gens ont dit que le séjour en montagne m'avait fait du bien, que j'avais l'air plus calme, plus posé. Ils ne voyaient pas ce qui avait changé vraiment. Parfois, la nuit, je me réveille en sursaut. Je cherche des yeux jaunes dans l'obscurité. Ils ne sont pas là, bien sûr. Mais pendant un instant, juste un instant, je les vois. Et je ne sais pas si c'est du soulagement ou de la déception que je ressens. Le printemps suivant, j'ai appris qu'on avait repéré une meute de loups dans la région du chalet. Les éleveurs étaient inquiets. Des chasseurs ont été autorisés à intervenir si nécessaire. J'ai lu ces nouvelles avec une sensation étrange dans la poitrine. Je ne suis jamais retourné là-haut. Mon oncle m'a proposé de reprendre le chalet, mais j'ai refusé. Trop de souvenirs, ai-je dit. C'était vrai. Mais pas le genre de souvenirs qu'il imaginait. Ce que j'ai compris cet hiver-là, je ne peux pas vraiment l'expliquer. Quelque chose sur la solitude, sur la peur, sur ce fil ténu entre la civilisation et le sauvage, sur ce qu'on devient quand on retire toutes les couches, tous les artifices. Le loup m'a terrorisé, oui, mais pas de la façon qu'on pourrait croire. Il ne m'a jamais attaqué, jamais vraiment menacé. La terreur venait d'ailleurs, du miroir qu'il me tendait, de cette partie de moi que j'ai vue reflétée dans ses yeux, cette part sauvage, primitive, que nous portons tous, mais que nous cachons sous des tonnes de conventions. Je vis normalement maintenant, je souris, je parle, je fonctionne. Mais quelque chose en moi est resté là-haut, dans ce chalet, avec ce loup. Une partie de moi ne reviendra jamais vraiment. Et parfois, très tard la nuit, quand tout est silencieux, j'entends un hurlement lointain. Ce n'est que le vent, je sais, ou mon imagination. Mais je m'arrête quand même, j'écoute, et pendant ces quelques secondes, je suis de nouveau là-bas, dans le silence blanc, face à ces yeux jaunes, entre deux mondes, terrifiés et vivants.